donner cette tension. À la pulsation quoi? À la pulsation oméga. Donc la pulsation oméga est imposée par le GBF, le générateur de basse fréquence, le générateur qui va nous délivrer cette fonction. On appelle ça le régime forcé. Alors qu'est-ce que c'est que le régime forcé? Le générateur force, regardez, toutes les grandeurs tension et courant dans le circuit à osciller à la pulsation. Donc oméga, elle est ramenée de l'extérieur. C'est le générateur qui l'impose. Puisqu'il l'impose, il va forcer toutes les grandeurs à osciller, avoir un mouvement, à avoir une fonction qui dépend de quoi? De oméga. C'est ce qu'on appelle le régime forcé. Alors maintenant, on s'intéresse aux propriétés électriques du circuit une fois ce régime sinusoïdal installé. Alors, on va étudier notre système. Alors, on va commencer toujours par un circuit RL. La loi d'Ohm en régime sinusoïdal forcé, c'est exactement la même. La loi d'Ohm ne va pas changer. Ne va pas changer. La loi d'Ohm, c'est toujours, je vais choisir un sens. Pourquoi? Regardez ici. On a une tension qui va changer de borne, puisqu'elle est sinusoïdale. Une fois positive, la flèche vers le gauche. Une fois négative, la flèche vers la droite. Donc, elle va changer toutes les demi-périodes. C'est ça ce qu'on appelle le régime alternatif sinusoïdal. Alors moi, à l'instant T, je vais choisir la tension U vers la gauche. Donc, le courant va sortir de la borne plus et toutes les tensions vont être opposées au courant. Ça, à l'instant T. C'est clair? Quelle est ma tension? Ben, on a vu que, quelles que soient les tensions, vont avoir la même chose qu'en régime alternatif, plutôt en régime transitoire. C'est-à-dire quoi? UR égale RI, UL égale LDI sur DT et UC égale Q de T sur T, ou l'intégrale de U de T sur C. Rien ne change. On va appliquer ça. Donc, qu'est-ce que je suppose? Je suppose que mon générateur va délivrer une tension sinusoïdale de cette forme. Donc, elle est connue. UM connue, oméga connu et phi U connu à l'instant initial, la phase à l'origine, phi U. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la loi des mailles? Elle me dit que la loi des mailles, que UR plus UL plus UC égale U de T. C'est bon? Je n'ai rien fait ici. La loi des mailles. Mais elle dépend du temps. Or, regardez, qu'est-ce que c'est UR? C'est RI de T. Qu'est-ce que UL? C'est LDI sur DT. Et qu'est-ce que c'est UC? C'est QC sur C. Et qu'est-ce que c'est Q de T? C'est l'intégrale de I de T, puisque je sais que DI sur DT égale Q de T. Donc, pour avoir Q de T, il faudrait l'intégrale I de T dt. Je vais rassembler tout ça dans mon équation. La loi des mailles devient RI de T, LDI sur DT plus l'intégrale égale U de T. Quelle U de T? Elle est comment cette fonction? Second membre. Sinusoïdale, c'est une fonction sinusoïdale. Ce n'est plus un échelon de tension. C'est une fonction sinusoïdale. Donc, le deuxième membre U de T est une fonction sinusoïdale. Tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde suit ici? C'est bon? Alors, U de T est une fonction sinusoïdale. Quelle est la solution générale ici? Alors, vous vous rappelez? A égale la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Elle s'écrit comment la solution? Vous vous rappelez comment on a écrit dans le cas plus général? C'est une fonction de t multipliée par l'exponentielle moins t sur taux. Moins t sur taux. C'est l'expression générale. Sans second membre, c'est-à-dire ici égal à 0, u de t égale à 0. C'est l'équation homogène. Et quelle est la solution particulière? Puisque le second membre est comment? Sinusoïdal. Donc la solution particulière, elle sera comment? Sinusoïdale. Donc elle a aussi cette forme. Je m'en fous des paramètres, mais elle a aussi cette forme. La solution particulière, elle va aussi dépendre du temps parce que le second membre dépend du temps. Et donc, comment je peux écrire une fonction sinusoïdale qui dépend du temps, mais en intensité? Ben, elle sera aussi sinusoïdale, IN, avec la même pulsation parce que je suis en régime forcé, mais elle aura une phase à l'origine qui n'est pas la même. Donc, quel est le but? Et le but, c'est de calculer UN et de phi. Mais comment? On va voir qu'est-ce qui se passe. Car le second membre est une fonction sinusoïdale. Le second membre est une fonction sinusoïdale. Donc, je suis obligé
de calculer la solution particulière sous forme sinusoïdale. Alors, au bout d'un temps très court, quelques taux, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le régime permanent. Quel régime permanent? Quel régime permanent qui va me dire? Eh bien, une fois ce temps, regardez, si tu tends vers l'infini, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va tendre vers zéro. Et qu'est-ce que j'aurai comme solution? IM cosinus oméga t. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le régime permanent que je vais l'éteindre, mais rapidement, c'est le régime alternatif sinusoïdal. C'est clair? Mon courant ne va pas être constant, mais il va dépendre de quoi? Du temps cette fois. OK? Alors, le régime permanent est atteint, la solution I de t se confond avec la solution sinusoïdale qui est ISP de t. ISP de t, c'est la solution particulière. En effet, regardez, f de t exponentielle moins t tend vers 0. Donc, cette quantité tend vers 0. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste uniquement la solution particulière, qui est une fonction sinusoïdale. Pourquoi? Parce que le régime périodique, le régime transitoire, va être rapidement fini, terminé, et c'est le régime permanent qui s'installe. Ce régime permanent, il est comment? Il est sinusoïdal. Donc, le régime sinusoïdal, c'est le régime permanent du régime transitoire ici qui est, qu'on va avoir comme régime. Alors, autrement dit, la solution particulière sinusoïdale de l'équation différentielle constitue le régime sinusoïdal permanent. Donc, le régime permanent pour moi, c'est le régime sinusoïdal. Ce régime s'installe lorsque le régime transitoire s'annule rapidement, quelques taux. C'est bon? Alors, donc, il s'établit un régime permanent. Un courant sinusoïdal circule dans le circuit qui est de la forme I de t égale Im cosinus oméga t plus phi, ou je peux l'écrire avec la valeur efficace I racine de 2 cosinus oméga t plus phi. Donc voilà mon courant sinusoïdal. Alors, quelle est la difficulté? Dans tous les exercices ou dans tous les problèmes, donc le but c'est de calculer IM ou de calculer efficace, mais ils sont liés, et de calculer l'argument. Donc c'est ça le but de ce chapitre, de calculer l'argument. Donc on aura toujours un problème de calcul des modules, de calculer le module. Donc qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer le module IM, valeur efficace et la phase. C'est ça le but de ce chapitre. Okay? Puisqu'on sait que la solution est sinusoïdale, il suffit de chercher IM, la valeur efficace et la phase à l'origine. C'est l'objet de cette première partie du cours, avant de passer aux puissances. Alors, puisque le problème revient à déterminer IM, la valeur ou la valeur efficace et la phase phi, on va travailler comment? On va travailler soit avec la méthode complexe, soit avec la méthode de Fresnel. On va utiliser deux méthodes pour les trouver, méthode complexe et méthode de Fresnel. C'est bon? Alors, toutes les lois de l'électrocinétique en courant continu restent valables. Les lois des nœuds, loi des mailles, Pouillet, diviseur de tension, diviseur de courant, etc. restent valables en courant alternatif à condition de les écrire à un instant T donné. Rien ne change, mais même loi. Bon, donc, ça y est, maintenant je sais que ma fonction est sinusoïdale. Donc, je vais chercher le I et la phase. Si j'ai la tension, mais si j'ai le courant, je vais la même chose chercher UM et phi U, relative à la phase. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va imposer U de T. Et on va voir donc, la méthode, elle est valable. Même si j'ai un générateur qui va délivrer un courant alternatif sinusoïdal, c'est le même problème. Alors, résolution par la méthode complexe. Je vais commencer par ça. Alors, le circuit est alimenté par un générateur idéal de tension sinusoïdale celle-ci. Donc, ça veut dire quoi? Je connais UM et je connais la phase phi U. La phase à l'origine, je la connais. UM, je la connais. C'est bon? Relié à un circuit RLC par un interrupteur K. C'est bon? Le RLC série. Alors, pour T égale à 0, le condensateur est déchargé. L'interrupteur K est ouvert.
À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur et le générateur débite alors un courant comment? Sinusoïdal dans le circuit. On sait que le courant est sinusoïdal, donc il est quelle forme? Cette forme. Soit vous calculez IM, soit vous travaillez avec I. Moi, je préfère travailler avec I, c'est plus simple, puisqu'on donne toujours I. On ne donne pas IM, mais on donne I. Alors maintenant, le but, c'est de calculer I et de phi. Regardez, d'après la loi des mailles, à un instant T, on a UR plus UL plus UC égale U de T. Donc, voilà mon circuit. Regardez, je vais travailler avec la méthode complexe. Ça veut dire quoi? À chacune des grandeurs, je vais lui associer quoi? Une grandeur complexe. Une grandeur complexe. Une grandeur complexe. C'est bon? Alors, à quoi est égal U de T? Égale U, plutôt, à U de T. Je vais lui associer U, valeur efficace, racine de 2, EJ oméga T, EJ phi U. Ça, c'est ce qu'on a comme donné, c'est le générateur. Maintenant, n'oubliez pas, regardez ici, vous avez DI sur DT et intégrale de 1 sur C DI sur DT. C'est pour avoir UL. N'oubliez pas, c'est la loi des mailles qu'on a. Donc, on a RI, LDI sur DT, 1 sur C, I de T DT, U. Je vais calculer DI sur DT. Donc, puisque je travaille avec le complexe, la dérivée, c'est quoi? C'est multiplié par J oméga. L'intégrale, c'est quoi? C'est divisé par J oméga. Je vais respecter ça ici. Regardez. Alors, I est I de T. C'est tout simplement IG. Qu'est-ce que je ne connais pas? Je ne connais pas la valeur efficace et je ne connais pas phi. C'est ce que je dois calculer. Et maintenant, UR. À quoi est égal UR? Égale R I de T. Voilà R I de T. Quelle est la phase de R? 0. Est-ce que je vais jouer sur l'argument de I ici? Rien ne change. Donc, j'aurai RI puisque R est un réel. Donc, il n'a pas d'argument. Donc, ça sera RI, racine de 2 UJ oméga T, exponentielle J. Maintenant, à quoi est égal UL? Regardez bien. UL égale LDI sur DT. Ça veut dire quoi? Je vais multiplier par J oméga. Voilà. L oméga. L oméga. Et multiplié par mon courant. C'est bon? Regardez bien ici, JL oméga. JL oméga. Maintenant, UC. UC égale UC. Donc ici, je vais m'enlever ça, puisque ça. D'abord, je travaille ça. 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. Mais si j'ai l'intégrale de I de T dt, il suffit de diviser par J oméga. Regardez, je divise d'abord. Je vais l'écrire ici pour bien vous montrer. Je vais diviser. C'est la même chose. Même quantité, mais je vais multiplier par l'expression conjuguée pour l'avoir en numérateur. Donc ici, regardez, je n'ai plus ça. J'ai ici J. Je divise. Mais quand je divise, voilà. Je vais multiplier par l'expression conjuguée et finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins J sur C oméga et multiplié par mon courant. Ici, I racine de 2, EJ oméga T, E. C'est bon? Je vais tout remplacer dans ma loi des mailles. Ça sera RI, racine de 2, EJ oméga T plus exponentielle J phi, plus G. Les grandeurs ici à droite sont connues. U connu, phi U connu. C'est bon? Et maintenant, qu'est-ce qu'on a introduit? On a introduit une relation celle-ci. Comment je peux l'écrire? J'ai J. C'est ce qu'on appelle l'impédance complexe. L'impédance complexe du mon circuit RC. Qui a quoi? C'est R plus J, facteur de L moins 1 sur C oméga. Z égale R plus J, facteur de L moins 1 sur C oméga. C'est bon? Alors voilà, ça c'est une valeur complexe qui a quoi? Un module et un argument. Un module et un argument. C'est bon? Alors, regardez, puisque Z s'écrit comme ça, je peux toujours lui associer deux choses.
une partie réelle et une partie imaginaire. C'est ce que j'ai écrit ici. On note Z égale R plus J L oméga moins 1 sur C oméga, qui peut être écrite sous la forme Z égale R plus JX. Quelle est la partie réelle? C'est R. Quelle est la partie réelle? C'est X. La partie réelle porte le nom de résistance de l'impédance. Résistance de l'impédance. Et la partie X est appelée, regardez, réactance. Et toutes les deux se mesurent en quoi? En ohms. En ohms. Donc Z complexe, elle admet une partie réelle, c'est R, et une partie imaginaire, c'est X. La partie réelle, je vais l'appeler résistance, et la partie imaginaire, je vais l'appeler réactance. C'est bon? Alors, de même, puisqu'on a l'écriture sous forme R plus JX, je peux l'écrire sous cette forme. Z égale le module de Z fois EJ oméga phi. Qu'est-ce que c'est phi? C'est l'argument de Z. Qu'est-ce que Z? C'est le module de Z. Avec Z égale le module de Z, j'ai une partie réelle, une partie imaginaire. R carré plus X carré en racine. C'est ce qu'on appelle l'impédance réelle. C'est l'impédance réelle maintenant. Ce n'est plus complexe. C'est une valeur qu'on calcule. C'est l'impédance réelle. Qu'est-ce que c'est que l'impédance réelle? C'est le module de mon impédance complexe. C'est ce qu'on appelle Z. Z égale module de Z. C'est l'impédance réelle. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que l'argument de Z? Ben, l'argument de Z, c'est tout simplement l'arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. L'arc de la partie imaginaire, arc tangent sur la partie réelle. Qu'est-ce que c'est que la partie réelle? C'est R. Qu'est-ce que c'est que la partie imaginaire? C'est L oméga moins 1 sur C oméga. L oméga moins 1 sur C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour n'importe quel circuit, je vais pouvoir déterminer son impédance complexe. Cette impédance complexe contient 2 ou 3 informations, la résistance et la réactance. La résistance et la réactance, c'est Z complexe, et à partir de là, je vais calculer leur module et l'argument. Leur module et l'argument. Regardez, je peux aussi écrire ces valeurs, ces quantités, puisque j'ai Z égale R plus Gx, ça y est, maintenant c'est le rôle mathématique. Donc, je peux écrire Z égale Z EJ phi, avec Z le module, Z phi l'argument, mais je peux l'écrire aussi égal Z cosinus phi plus J Z sinus phi. C'est bon? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Z, c'est le module. Alors, je peux identifier les deux. Donc, à quoi est égal cosinus phi? Est égal R sur Z. Mais qu'est-ce que c'est Z? C'est le module, c'est-à-dire R carré plus L oméga moins 1 sur 5 en racine. Donc, cosinus phi égale R sur le module. Maintenant, Z sinus phi. Z sinus phi, c'est tout simplement égal à X. Donc, qu'est-ce que c'est que sinus de phi? Égale X, la réactance sur le module. Réactance sur le... Et donc, si je fais sinus et cosinus, je vais tomber sur l'argument de Z égale L oméga moins 1 sur second oméga sur. Donc, voilà pour l'impédance complexe. Maintenant, je vais revenir à ma loi d'émail que j'ai trouvée. J'ai trouvé que Z égale Z. Ça y est, je vais remplacer Z égale I fois l'argument exponentiel J phi, phi I, c'est l'argument de I, égale U, argument de phi U, exponentiel J, argument de phi U. Donc, je vais l'utiliser ici. Regardez ma fonction. À partir de là, je vais tout calculer. Ça y est, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. J'ai appliqué la loi d'Ohm à mon circuit RLC série. Alors, je vais passer au module. Pour calculer le module, quel était l'inconnu? Pour l'inconnu, c'était I. Donc, je vais pouvoir la calculer. Si je passe au module, par tous les modules. Donc, module de Z, c'est le module de Z, je connais. C'est R au carré plus X au carré en racine. Module de U, il est là. C'est un nombre réel, je ne touche pas. Et quel est le module de IJ phi? C'est 1. Cos carré plus sin carré, c'est 1. La même chose ici. Quel est le module de U? C'est I. Quel est le module de EJ phi? C'est 1. Donc, regardez, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ZI égale à U. Et maintenant, quel est l'inconnu? I égale à U sur Z. U sur Z. Maintenant, puisque je Z, le module de Z est comme ça, je vais pouvoir calculer I directement. I égale U
sur racine de R carré plus L oméga moins 1 sur 100. Ça y est, j'ai fini avec le module de I. U, c'est tout simplement U, la valeur efficace, divisé par le module de Z, tout le temps. Maintenant, je passe à l'argument. Qu'est-ce que je cherche comme argument? Je cherche phi I. Je ne l'ai pas. Mais je peux très bien avoir une inconnue phi U. La relation me donne une relation entre les trois. L'argument de Z, regardez, argument de Z, je pars de là. Je pars de là, si vous voulez. U égale ZI, ici, L, comme ça. Regardez, ça c'est I complexe, ça c'est U complexe. Alors regardez, argument de Z c'est finalement quoi? L'argument de I, c'est 0. L'argument de EJ phi, c'est phi. L'argument de U, c'est 0. L'argument de EJ phi, c'est phi. Regardez l'expression que j'obtiens. L'argument de Z plus l'argument de phi égale phi. Ou tout simplement, la différence, phi U moins phi égale l'argument de Z. Regardez, phi U, c'est la phase initiale de quoi? De la tension imposée par le générateur. Phi I, c'est la phase initiale de quoi? Du courant induit par la tension U. Cette quantité, cette différence de phase, elle est due à quoi? Elle est due à l'impédance. Quelle impédance? Mon circuit. Dans lequel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a R, L et C. Donc, voyez le lien? La différence des phases entre la tension et l'intensité est liée à l'argument de Z. Quel Z? R plus JX. Donc, voilà l'originalité de cette étude. Donc, à quoi est égal phi I que je cherche? C'est tout simplement phi U moins l'argument de Z. Phi I égale moins l'argument de Z. Mais puisque l'argument de Z égale tangente phi égale phi, mais phi égale argument plutôt que tangente de LC oméga. Donc, à quoi est égal phi U, que je vais appeler phi UI, regardez cette notation, égale phi U moins phi I, qui est égal tout simplement à l'argument de Z. L'argument de Z, Z complexe, il y a une partie réelle et une partie imaginaire. C'est bon? Alors, voilà. Donc, Z, c'est l'argument de Z, non? Et argument de Z, c'est phi. Je vais l'appeler phi. Et donc, si je l'appelle phi, à quoi est égal phi U moins phi I? Ben, phi U moins phi I égale phi. Phi, c'est quoi? C'est l'argument de Z. Phi U moins phi I égale phi, c'est l'argument de Z. Donc, qu'est-ce qui représente l'argument de Z? C'est la différence des phases initiales entre la tension et le courant. C'est phi U moins phi I, non pas l'inverse, pour ne pas avoir de valeurs négatives. Donc, ici, regardez, argument de Z plus argument de phi égale argument de phi. Alors, de façon générale, regardez, je vais le faire rapidement ici. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la loi d'Ohm. Z U bar égale Z bar I. C'est bon? Ça, de façon générale, quel que soit le circuit, j'aurai toujours cette forme. C'est la loi d'Ohm. Z peut contenir n'importe quoi ici. Qu'est-ce que vous voulez? Une partie réelle, je vais l'appeler R, mais elle peut dépendre aussi d'oméga. Ça dépend du circuit. Plus JX, tout le temps. Donc, si j'ai Z comme ça, j'ai un module et j'ai un argument de phi. Phi égale argument de Z. Alors, si j'ai cette formule, je peux avoir toujours deux choses. D'abord, le module. Pourquoi est égal le module? Je passe au module. Module de U, module de Z. Module de Z fois le module de I. Rien ne change. Donc, voilà la première relation qui relie le. C'est-à-dire quoi? La valeur efficace de U est liée à la valeur efficace de U par l'intermédiaire de quoi? De Z. Qu'est-ce que c'est que Z? C'est l'impédance réelle. Z, c'est l'impédance, c'est le module de Z, ici. Maintenant, je passe à l'argument. Deuxième, argument de U. Vous savez bien que quoi? Égal, ici, multiplication. Ça sera multiplication. Donc, ça sera argument de Z plus quoi? Plus argument de I. Comment j'ai noté ça? Ben, phi, je note phi U. Z, phi, et plus phi. Donc, voilà ma relation. Je peux chercher l'inconnu. Si j'ai phi U, je peux calculer phi I.
Si j'ai phi, je peux calculer phi. Tout ce que je sais, c'est que la différence de phi et moins phi est liée à l'argument de Z. Voilà la formule la plus importante. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm en régime alternatif sinusoïdal. Donc, pour appliquer la loi d'Ohm en régime alternatif sinusoïdal, il faut toujours l'écrire sous forme complexe. Sous forme complexe. Donc, maintenant, ça y est, j'ai calculé le déphasage entre les deux, ce qu'on appelle le déphasage. UI moins UFI, c'est le déphasage entre la tension et le courant. Alors, puisque j'ai travaillé avec Z complexe, regardez, on appelle admittance, l'inverse de l'impédance complexe. C'est ce qu'on appelle l'admittance. Y bar, notez Y bar, égale 1 sur Z bar. Alors, regardez bien, si je vais calculer le module maintenant, le module de Y égale le module de mon admittance complexe, c'était simplement 1 sur le module de Z. Rien ne change. Rien ne change. Mais je peux très bien écrire mon admittance sous forme complexe, puisque je suis dans le complexe. Ben, ça sera G plus JB, en majuscule. G plus JB. Alors, G, c'est ce qu'on appelle la conductance. G, c'est ce qu'on appelle la conductance. Et B, regardez la partie réelle de l'admittance, c'est ce qu'on appelle la susceptance. Regardez, susceptance. C'est bon? Et quelle est l'unité? C'est le Siemens au ohm moins 1. Ohm moins 1. C'est l'inverse d'une résistance. OK? Alors, pour chaque dipôle, on associe une impédance complexe Z. Pour chaque dipôle, je dois d'abord associer l'impédance Z. Alors, on va voir le détail. Maintenant, regardez ce qu'on va retenir. La loi d'Ohm pour un dipôle quelconque d'impédance Z. D'impédance Z. Toujours U égale ZI. U bar égale Z bar I bar. Je peux calculer le module. Je passe le module U égale ZI. Et je calcule l'argument phi U égale argument de Z plus phi I. Donc, voilà ce qu'il y a à retenir. On va me dire, l'impédance Z contient tout ce qui caractérise le comportement du dipôle en régime sinusoïdal forcé. Un module et un argument. C'est bon? Alors, qu'est-ce que c'est ici? L'impédance, si on a une impédance Z quelconque, impédance Z quelconque, elle est parcourue par un courant sinusoïdal de pulsation oméga, elle maintient entre ses bornes une tension sinusoïdale de pulsation oméga telle que, voilà, je résume ici en deux lignes, U égale ZI, tel que U égale ZI, le module, et la phase de U égale moins la phase de U égale l'argument de Z complexe. L'argument de Z complexe. Ici, je peux très bien mettre complexe, ça ne change rien. C'est bon? Alors, regardez maintenant. Puisque j'ai trouvé R égale R plus JL oméga moins 1 C oméga, c'était pour quel circuit? Pour le circuit RLC. RLC. Alors, à ce moment-là, je peux définir pour chaque composant une impédance complexe. Quelle est l'impédance complexe de R? R égale R. Quelle est l'impédance complexe d'une bobine, une distance parfaite? JL oméga, que je peux écrire L oméga J pi sur 2. J, c'est l'argument. L oméga, c'est une écriture complexe. Maintenant, pour, regardez, moins J sur C oméga. Regardez, c'est tout simplement l'impédance complexe de quoi? D'un condensateur. Donc, moins J sur C oméga, je peux l'écrire 1 sur J C oméga, mais qui est égal aussi à 1 sur C oméga. Regardez, moins J pi sur 2. Moins J pi sur 2. À ce moment-là, je vais voir maintenant l'argument et le module. Quel est l'argument de Z? Plutôt le module. C'est R. Il est complexe. Plutôt, il est réel. Donc, il n'a pas d'argument. Donc, l'argument de R égale à 0. Maintenant, ZL. ZL égale l'argument de ZL complexe égale L oméga, toujours. Et quel est l'argument? Regardez, pi sur 2. Pi sur 2. Cosinus pi sur 2 égale à 0, plus J sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2 égale A. Et je trouve J. C'est bon? Maintenant, pour l'argument, pour l'amplitude, plutôt l'impédance d'une capacité, d'un condensateur. Le module, c'est 1 sur C oméga, mais quel est l'argument? Moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Alors, on va voir maintenant
un exemple, hein, association en série d'impédance. Ici, je ne sais pas, j'ai des impédances quelconques. Une impédance quelconque, elle doit toujours avoir une résistance et une inductance, plutôt une conductance, X. C'est bon? Donc, JZ1, Z2, Z3, regardez U. Pour chacun des impédances, j'aurai assez bon une tension U1, U2, U3. Les impédances Z1, Z2, qu'est-ce qu'elle va me dire, la loi d'Ohm? Elle va me dire, la loi d'Ohm, ça sera quoi? Ça sera U égale U1 plus U2. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité. C'est-à-dire quoi? C'est la même que celle qu'on a vue en courant continu, mais à condition de les écrire en complexe. Alors maintenant, ça sera Z1 fois I1, c'est le même courant. I, Z2 fois I, Z, regardez, et je vais additionner les impédances. Donc, quelle est l'impédance complexe équivalente des impédances en série? C'est la somme des impédances. Donc, Z égale Z1 plus Z2 plus Z3. C'est la même chose que je fais les calculs des résistances équivalentes. Donc, si j'ai trois résistances, trois impédances en série, quelle est l'impédance équivalente? Ça sera Z1 plus Z2 plus Z3. Alors maintenant, association parallèle. J'ai les trois résistances qui ont la même tension, mais chacune des impédances est parcourue par un courant I. Donc, je serai I1, I2, I3. Donc, I, regardez la loi des nœuds. Ça sera I1 plus I2 plus I3, mais en complexe. C'est bon? Alors, U égale Z1, I1, U égale Z2, U2, et U égale Z3 et 3, puisqu'elles sont en parallèle. Donc, voilà, j'ai le I. Je vais rassembler les U en fonction de U. U égale U sur Z1, plus U sur Z2, U sur Z3. Je vais rassembler. Quelle est l'impédance équivalente? Donc, 1 sur Z égale 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z2. Mais comment? En complexe. Donc, qui dit complexe dit partie réelle, partie imaginaire. Alors, je vais vous donner un exemple ici rapidement. Pour les portions de circuit, on a Z1, Z2, circuit 1, circuit 2, circuit 3. Donc, on donne Z1 égale 3 plus J4, Z2 égale 4 moins J3, et Z3 égale 1 plus 2J. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et donc, calculer l'impédance, les impédances, quoi? Équivalentes. Entre Z1 et Z2 sont comment? Sont en série. Donc, pour le circuit 1, ça sera quoi? Ben, ça sera la somme des deux. Somme des deux. C'est bon? La somme des deux. Alors, ici, on va écrire d'abord. On vous dit écrivez sous forme de complexe. Donc, Z1 égale 3 plus 4. Quel est le module de Z? 3 au carré plus 4 au carré. Ça fait 25, le module égale 5. Quel est l'argument de Z? C'est arc tangente, etc. Donc, on vous dit écrivez-le sous forme complexe. C'est très simple. Maintenant, calculez la résistance équivalente. Donc, pour Z, premier circuit, Z1, Z2. Donc, je vais rajouter les valeurs réelles et les valeurs complexes. 3 plus 4, ça fait 7. Plus 4J moins 3J, ça fait 1. Donc, voilà, Z égale 7 plus J. Quelle est la résistance? C'est 7. Quelle est la conductance? C'est 1. Donc, voilà la norme. C'est 7 au carré plus 1 au carré. Ça fait 7,07. Et maintenant, quel est l'argument de 7? C'est arc tangente de la partie réelle sur la partie imaginaire sur la partie réelle. Je trouve 8,30, 13 degrés. C'est tout simplement 0,4 radians. Je vais diviser par pi pour faire apparaître pi pour bien montrer que je suis en radians. Donc, comment je peux écrire le Z? Z égale le module fois exponentielle multiplié l'argument. Donc, 7,07 exponentielle J 0,14 radians. Maintenant, regardez, pour le Z, regardez, X c'est comment? Positif. Donc, le comportement est inductif. Si c'était négatif, si on avait trouvé ici moins 1, quel est le moins 1? Donc, elle aurait une impédance comment? Celle qui correspond à un condensateur. Condensateur, c'est moins J. Donc, si j'ai une conductance qui est négative, je suis sûr que c'est un comportement comment? Capacitif. Si j'ai plus, X égale plus, c'est un comportement inductif. C'est bon? Je répète, si X est positif, le comportement est inductif, comme ici, L oméga. Si
X est négatif, comportement est capacitif. C'est dans le cas du condensateur. Alors, vous avez un ensemble d'exercices ici. Je vais vous envoyer cette partie. Alors, on va calculer. Maintenant, je vais le faire avec la méthode de Fresnel. Regardez, je vais le faire avec la méthode de Fresnel. Regardez, Z égale méthode de Fresnel. Regardez, ça y est, on a fini avec la méthode complexe. Maintenant, je vais le faire avec la méthode de Fresnel. Regardez, très important. Méthode de Fresnel. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit la méthode de Fresnel? Elle va associer à chacune des valeurs, à chacune des tensions, une valeur qui est le module et l'argument. Module et l'argument. Alors, regardez, pour U, c'est U, J phi U. Pour I, c'est la norme, le module c'est valeur efficace et l'argument c'est phi. Et maintenant, regardez, pour la résistance, quelle est la résistance? La résistance, c'est RI. Donc, l'argument de R, c'est tout simplement l'argument de I. L'argument de UR, c'est l'argument de I. Maintenant, pour l'inductance, regardez pour l'inductance, JL oméga I. JL oméga, ça veut dire quoi? L'argument de UL égale l'argument de ZL plus l'argument de I. Donc, ça sera quoi? Ça sera tout simplement l'argument de I